Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Donc merci d'être venu à notre session. Je m'appelle Maël Razavé, je suis data ingénieur chez Xebia. Et moi c'est Samé Benfrej, je suis data scientist et consultante en IoT chez Xebia. Donc pendant cette session, nous allons parler de deux sujets très tendances qui sont blockchain et IoT. Et plus particulièrement, nous regarderons si la blockchain peut apporter quelque chose au monde de l'IoT. Alors on va commencer du coup par l'IoT. C'est quoi l'IoT? Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins entendu ce mot une fois dans sa vie durant ces 3 dernières années. Effectivement, c'est un buzzword aujourd'hui, mais en réalité, il n'y a pas une définition unique et officielle du mot IoT. Mais la communauté s'accorde sur le fait qu'il s'agit d'interconnecter le monde physique avec le monde virtuel et permettre à des devices donc de se connecter au réseau Internet, d'envoyer, de recevoir des données et aussi de faire des actions sur leur environnement. Je voulais juste vous montrer quelques exemples d'objets connectés que vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être chez vous le thermomètre connecté de Nest, non? Ou alors le frigo connecté de chez Samsung. Ou peut-être pour arroser vos plantes, vous utilisez le Parrot Flower Power. Ou alors vous avez peut-être eu aussi le bracelet connecté ou le smartwatch pendant les fêtes comme cadeau. C'est assez tendance. Le nombre d'objets connectés est en train d'augmenter considérablement durant ces dernières années. Et en 2020, on prévoit à peu près 50 milliards d'objets. Et en fait, les usages de l'IoT se sont énormément diversifiés. On ne parle plus que de maisons connectées. Mais l'IoT touche quasiment tous les domaines. On parle d'IoT dans le domaine de la santé, des immeubles, du transport, de l'agriculture et même au niveau de la ville où on parle de smart city. Avec l'évolution de ces usages dans l'IoT et aussi l'augmentation du nombre d'objets connectés, l'architecture des systèmes IoT a aussi évolué. En effet, dans le passé, on parle plutôt d'architecture fermée, organisée en silos, par domaine d'application, par réseau spécifique, avec très peu d'interaction avec le réseau Internet. Aujourd'hui, on est capable d'exposer des ressources sur le réseau Internet et interagir avec eux via des services cloud, en mode plutôt centralisé. Les devices peuvent aussi communiquer l'un avec l'autre à travers ces plateformes cloud. Mais en fait, cette architecture centralisée, elle commence un peu à atteindre ses limites et devenir un bottleneck. En effet, avec l'augmentation du nombre d'objets connectés, en fait, le coût de maintenance d'une architecture centralisée et aussi le coût des échanges devient de plus en plus cher. C'est pour ça que dans le futur, on s'oriente plutôt vers des architectures décentralisées où les objets peuvent communiquer avec différents services cloud, mais aussi entre eux en peer-to-peer. L'évolution de ces usages et aussi l'augmentation du nombre d'objets connectés engendre plusieurs challenges et surtout des inquiétudes. Et l'une des plus grandes inquiétudes concerne surtout la sécurité et aussi l'atteinte à la vie privée. En effet, les objets connectés aujourd'hui ont subi plusieurs types d'attaques. On va citer quelques exemples. Par exemple, il y a des attaques de type prise de contrôle. Donc une personne, elle va hacker des objets, par exemple chez vous, et essayer de la manipuler à distance, vos lampes, votre chauffage, etc. Il y a des attaques de type vol d'identité. Donc une personne, elle pourra récupérer vos données personnelles, par exemple à travers vos smartwatches, et savoir à chaque moment où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a aussi des attaques de type déni de service, où on va essayer de perturber le fonctionnement d'un service. Je voulais donner quelques références aussi d'attaques. Par exemple, en 2015, des chercheurs ont pu pirater les comptes Gmail via le frigo connecté de Samsung et envoyer des spams. En 2016, il y a eu une prise de contrôle à distance de systèmes de chauffage de 2 buildings en Finlande en plein hiver. En plein hiver, c'est assez critical. Et puis, en 2016, il y a eu aussi une attaque de botnet qui s'appelle IoT Mirai, via des caméras connectées et qui ont causé le déni de service de plusieurs sites web, comme par exemple Twitter et Netflix. Alors, effectivement, on vient de voir qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes dans le monde de l'IoT. Nous allons voir si la blockchain peut résoudre un certain nombre de problèmes, et surtout les problèmes liés à la sécurité. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la blockchain? Bien, la blockchain, ce n'est ni plus ni moins qu'une base de données qui est distribuée et dont la donnée est stockée sur
en intégralité sur l'ensemble des nœuds du réseau. Elle permet de rendre infalsifiable l'historique des transactions. Donc, une fois qu'une transaction est stockée dans la blockchain, on ne pourra plus revenir dessus. C'est gravé dans le marbre et c'est immutable. Quelques mots-clés. Effectivement, nous sommes dans un système décentralisé. Nous ne sommes plus dans un système traditionnel où nous avons plusieurs clients qui communiquent entre eux en passant par un intermédiaire qui est un serveur centralisé, où tout le monde doit faire confiance à ce serveur centralisé qui doit valider et stocker les transactions. Non, nous sommes dans un système absolument décentralisé où tout le monde participe à la validation et au stockage de la donnée. Pour mettre un peu de contexte, donc, en 2008, un papier de recherche au nom de Satoshi Nakamoto est sorti décrivant le nouveau phénomène de blockchain et de Bitcoin. Alors Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas si c'est une personne ou un groupe d'individus. Néanmoins, ce papier de recherche décrit donc la blockchain. Mais attention, le Bitcoin et la blockchain sont deux choses différentes. Le Bitcoin, c'est la monnaie digitale, tandis que la blockchain, c'est bel et bien la base de données qui stocke l'ensemble des transactions de Bitcoin entre les différents participants. Et dernier buzzword, donc Ethereum, c'est une blockchain dite de seconde génération, tout simplement parce que sa caractéristique, c'est qu'elle peut embarquer des smart contracts. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'est un smart contract. En termes d'architecture, donc il y a deux principaux types de nœuds. Donc, tout d'abord, il y a les clients légers qu'on appelle wallet. Donc, ce sont des personnes comme vous et moi qui installons ce client sur notre PC. Et ils permettent de générer des transactions. Donc, par exemple, d'envoyer de l'argent à quelqu'un ou d'en recevoir. Et ensuite, nous avons donc les mineurs. Ce sont des nœuds dits full node. Ils stockent une intégrale copie de la blockchain en local. Et ils sont une pièce maîtresse dans la blockchain, puisque c'est eux qui la maintiennent, c'est eux qui valident les transactions, c'est eux qui les stockent. Quelques caractéristiques de la blockchain. Donc, il est possible d'avoir des blockchains publiques ou privées. Donc, dans le cas de la blockchain publique, tout le monde peut lire et tout le monde peut écrire dans la blockchain, tout le monde peut y participer. Tandis que dans le cas d'une blockchain privée, c'est une blockchain dite avec permission. Donc, on restreint le nombre de participants, on valide les personnes qui peuvent participer. Toutes les transactions sont publiques, en tout cas dans le cas de la blockchain publique, et l'énorme challenge surmonté, c'est que tout le monde peut lire et écrire cette donnée, mais de façon sécurisée. Donc, pour pouvoir falsifier une ou plusieurs transactions dans la blockchain, il faut posséder au moins 50% du réseau de mineurs. On est capable d'authentifier également les transactions grâce à la signature digitale, donc c'est un système cryptographique. Et dernier point, donc, on est capable de déployer des programmes appelés smart contracts sur l'ensemble des nœuds du réseau, dans le cas de l'Ethereum. Ces smart contracts, ce sont en fait des petits programmes qui embarquent une logique métier. Donc les développeurs vont y lister un certain nombre de règles à valider par transaction. Et donc ces petits programmes sont déployés dans l'ensemble des nœuds du réseau. Parlons d'un cas d'usage combinant blockchain et IoT. Donc tout d'abord, on essaierait de revisiter Airbnb. Donc en termes de composants, nous aurions une serrure connectée qui ferait la passerelle avec la blockchain. Nous aurions un propriétaire qui souhaiterait mettre à disposition son appartement et un locataire qui souhaiterait donc louer l'appartement. Le propriétaire, lui, définit un certain nombre de règles, comme le montant par nuitée ou la durée minimum par location. Et donc ces règles-là seront ensuite mises dans un smart contract qui sera déployé dans le réseau. Comment ça se passerait? Donc le locataire paierait une location à la serrure connectée qui, elle, donc, ferait la passerelle avec la blockchain. Donc on enverrait la transaction à la blockchain valide si tous les critères sont corrects, donc si effectivement personne ne s'est mis entre le locataire et la blockchain par exemple, si le locataire a bel et bien l'argent nécessaire, etc.
La blockchain donc, fait un retour à l'objet, à la serrure connectée, et donc la serrure connectée ouvre ou non l'accès au locataire. Donc si c'est validé, il y a accès. Et finalement, eh bien, le propriétaire est payé dans la monnaie digitale. Comment ça marcherait un petit peu plus en détail? Donc l'objet connecté qui serait donc la serrure connectée envoie la transaction avec le montant payé. La blockchain, elle ne traite pas les transactions de manière unitaire. Elle regroupe les transactions dans un bloc, à peu près 3000 transactions dans le cas du Bitcoin. Et ensuite, les mineurs vont faire une compétition pour valider ce bloc. Donc le premier qui valide sera ensuite récompensé, soit en Bitcoin ou soit en Ether, par exemple, pour l'Ethereum, récompensé d'avoir mis à disposition ses ressources pour valider ce bloc de transaction. Pourquoi nous parlons de blockchain? Tout simplement, dans un bloc de transaction, il y a une en-tête dans laquelle il y a un ID qui fait référence au bloc précédent. Et donc, ça crée une chaîne de blocs, d'où la blockchain. Et finalement, une fois que donc, le bloc est validé par le mineur, que ce bloc-là est broadcasté à l'ensemble des nœuds du réseau pour qu'ils puissent mettre à jour leur blockchain locale, eh bien, il y a un retour à la serrure connectée. Alors, quels sont les apports de la blockchain dans le monde IoT? Tout d'abord, il n'y a pas de SPOF, donc Single Point of Failure, il n'y a plus de SPOF dans ce système-là, puisque, effectivement, si un des mineurs tombe, eh bien, il y a des centaines, voire des milliers d'autres mineurs qui sont là pour maintenir cette blockchain. On peut rendre les objets connectés autonomes. On peut les laisser communiquer entre eux et les laisser prendre des décisions de manière autonome grâce justement à l'exécution de ces smart contracts. Nous réduisons les coûts puisque nous supprimons les intermédiaires. Si les objets connectés sont capables de communiquer directement entre eux, eh bien, il n'y a plus d'intermédiaires. On lutte contre la fraude. Donc, puisque la donnée est infalsifiable, on ne peut plus frauder, donc on augmente les revenus pour une entreprise. Et dernier point, on sécurise le parc d'objets connectés contre les attaques déni de service, par exemple. Si une personne, un hacker, prend pour cible un mineur en particulier, il le fait tomber, c'est pas grave. Il y a plusieurs autres mineurs qui continuent à maintenir cette blockchain. On est protégé contre les attaques man in the middle. Donc effectivement, un objet connecté, lui, détient une clé privée qui permet donc de signer une transaction. Et la blockchain donc, vérifie que la transaction provient bel et bien de cet objet connecté. Donc personne ne peut se mettre entre les deux. Et donc on peut dire finalement que la blockchain peut être un nouveau contrat de confiance pour l'IoT. Et justement, grâce à ce nouveau contrat de confiance, de nombreux usages peuvent être réalisés. On peut parler de développement de l'économie de partage. Donc, tout à l'heure, on a vu le use case de Airbnb revisité, mais aussi on peut penser à la location de voitures, location de bicyclettes. On peut automatiser ces locations. Automatiser les échanges entre les objets connectés, dans le sens où les objets connectés pourront s'échanger automatiquement de la donnée, s'échanger aussi des capacités de traitement, mais aussi on peut imaginer des use cases où un objet connecté est capable de contacter directement un service de maintenance s'il est en panne. Améliorer la traçabilité et conformité. Donc dans ce cas, on parle plutôt de tout ce qui est logistique connectée. Donc on peut suivre pas à pas où se trouve la marchandise, les conditions dans lesquelles elle est transportée et si elle est conforme au smart contract qu'on a défini dans la blockchain. Et enfin, on peut aussi effectuer les enregistrements des données opérationnelles et maintenance. Dans ce cas, on pensera par exemple à des opérations de maintenance qui peuvent être effectuées sur les avions ou les ascenseurs. On peut suivre pas à pas ce qui a été fait, on ne peut pas falsifier ce qui a été fait. Et aussi, on peut partager ça avec différentes entités, notamment tout ce qui est les organismes réglementaires. Tout ça, c'est très beau, mais en fait, il faut aussi garder en tête que tout n'est pas rose et qu'il y a certaines limites en associant l'IoT à la blockchain. En termes de limites, on parle essentiellement de scalabilité et capacité à intégrer une masse de données. Aujourd'hui, il faut savoir que pour le Bitcoin, il faut à peu près, on peut gérer 3 transactions par seconde.
La blockchain n'est pas très adaptée pour du temps réel. En tout cas, dans le cas du Bitcoin, on a besoin de 10 minutes pour valider un bloc. Et aussi, la blockchain, elle est grande consommatrice d'énergie et aussi de capacité de traitement. Il faut vraiment des machines puissantes et qui vont consommer énormément d'énergie pour effectuer la validation des différents blocs. Et on sait que dans l'IoT, généralement, les devices, ils ont des limitations en termes d'énergie et aussi puissance de traitement. Donc, les devices pourront difficilement être des miners. Et enfin, aujourd'hui, la législation autour des blockchains n'est pas très claire. Et donc, en fait, ça reste quand même flou par rapport au rôle de l'État dans tout ça, les impositions, etc. Donc, c'est important de garder ça en tête quand même quand on parle de blockchain et IoT. Voilà, merci. Et place aux questions, si vous en avez. Bonjour. Dans le cas du use case que vous avez montré sur Airbnb revisité, c'est quoi l'intérêt principal là, de faire valider la transaction par la blockchain plutôt que de faire un paiement classique avec un autre système, soit de paiement par Internet, soit une carte bleue, etc. Parce que... En fait, l'intérêt, c'est qu'on peut tout automatiser. On n'a plus besoin de passer par des intermédiaires, on n'a plus besoin d'avoir une personne derrière qui va valider les transactions, on n'a plus besoin aussi que la banque valide les différentes transactions. Donc, tout peut être automatisé. La smart lock, donc en français, la serrure connectée pourra automatiquement récupérer, avoir des transactions, puis valider les paiements et envoyer après le prix des locations aux propriétaires. Donc ça veut dire que la personne qui loue a payé en Bitcoin obligatoirement, quoi. La personne qui loue, elle va payer en monnaie virtuelle, par exemple, voilà, Bitcoin, par exemple le Bitcoin. Avec ça. Oui. Vous n'avez jamais parlé aujourd'hui, il y a le coût des transactions qui augmente fortement. Donc dans le cas de Slockit, enfin de la Smart Lock, finalement, on enlève les 20% pris par Airbnb, mais indirectement, on s'ajoute aussi quand même des fees, notamment sur Bitcoin qui est en train d'augmenter fortement. Et ce concept-là serait peut-être meilleur avec Ethereum, puisque en termes de real-time, c'est plus performant. Et les fees sont quand même un peu moins élevés que sur Bitcoin. Alors oui, nous sommes d'accord avec toi. On a beaucoup parlé du Bitcoin parce que c'est un peu la blockchain de référence aujourd'hui. Mais Ethereum, effectivement, ouvre un panel de use cases énorme puisqu'on est capable d'embarquer des smart contracts, donc des petits programmes que les développeurs vont coder. Et donc, effectivement, en termes de scalabilité, un bloc d'Ethereum est libéré toutes les 15 secondes. Donc, on dit qu'à peu près une transaction est confirmée après 3 minutes. Alors que dans le Bitcoin, non, c'est plutôt un bloc est libéré en 10 minutes et on dit qu'une transaction est confirmée après 1 heure. Donc oui, d'accord avec toi, l'Ethereum est plus intéressant, en tout cas dans le cas de ce use case, et Slockit, donc la société qui développe ce use case à l'heure actuelle, utilise Ethereum comme blockchain. Bonjour. Pour des analyses de type Big Data, comment se positionne cet écosystème par rapport à celui de la blockchain? Est-ce que ce sera un composant en plus du réseau ou c'est quelque chose qui pourrait se faire de façon complètement décorrélée si jamais on souhaiterait analyser les données provenant des IoT, des objets connectés? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Un système d'analyse de données? C'est ça. Par exemple, les données provenant des IoT, si on veut faire par exemple des use cases de maintenance prédictive, ce sera des données que vont cracher ces objets connectés. Donc par rapport à l'architecture qui a été établie avec la blockchain, comment l'interaction, comment ça se fait? C'est quelque chose qui peut être décorrélé ou c'est quelque chose à prévoir typiquement si on a un réseau d'IoT avec lequel on souhaite interagir avec de la blockchain? En fait, l'objet connecté, il pourra faire un diagnostic de son état.
Et par exemple, s'il détecte qu'il y a une panne, en fait, il va pouvoir, par exemple, contacter un service de maintenance, mais en passant par la blockchain. Donc, comme ça, on sait que la transaction vient de tel objet, qu'elle est sécurisée, que si après il a besoin aussi de payer peut-être le service de maintenance, c'est des transactions qui sont complètement protégées. Et aussi, il pourra, dans la blockchain, on pourra envoyer les données de panne, mais aussi les maintenances qui ont été effectuées sur cet objet, et puis le sauvegarder. Et comme ça, on a un registre qui va jamais être falsifié tout au long de l'historique de l'objet connecté, et que les entités pourront le regarder en fait, et vérifier les étapes qui ont été effectuées. Du coup, la blockchain, elle permettra de stocker les données de maintenance. Ces informations-là peuvent être aussi partagées avec des entités réglementaires, par exemple, et aussi les objets pourront être plus autonomes et contacter, si besoin, des services de maintenance. Et la blockchain, elle pourra être ajoutée, elle peut complètement être un module à part qui peut être plugué sur un système de maintenance où il va plutôt récupérer les différentes transactions des objets connectés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, sinon vous me dites. On a ce genre d'initiative autour de l'IoT, et on a ces réflexions autour de la blockchain. Mais derrière, les use cases qu'on a déjà et qui se peuvent à l'IoT sont généralement des big data. Et donc on a ces questionnements par rapport à l'interaction de ces données. En fait, il y aura le système Big Data à part qui va analyser les données en continu, etc. Et puis s'il y a par exemple des pannes, ou alors on prédit qu'il y aura des pannes, ces informations-là pourraient être envoyées après à la blockchain. Ça peut être deux systèmes différents finalement. Bonjour. Moi j'ai juste une question sur la compatibilité entre la blockchain et la GDPR. Parce que la GDPR c'est le droit à l'oubli, la blockchain a priori c'est on a écrit et on n'enlève rien. Comment ça se passe ? C'est le point que j'ai mis. C'est le point qu'on a mis à la fin, que la législation n'est pas très définie aujourd'hui. Ça reste assez flou comment on gère ce type d'aspect. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter, mais aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est. Il n'y a pas des lois, il n'y a pas des règles qui définissent cela en fait. Sur la GDPR, utile, mais par rapport à la blockchain, du coup, on ne sait pas. Vous voulez dire que le droit à l'oubli est... Oui, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la loi dans ce cas ? Non. On ne sait pas c'est quoi la solution dans ce cas parce que justement les législations ne sont pas très claires. Non mais vous avez raison, enfin, on est d'accord avec vous. Puis pour l'instant la blockchain c'est vraiment un état d'expérimentation. À part le Bitcoin qui marche plutôt pas mal, où la sécurité est quand même plutôt prouvée, le reste des use cases sont quand même en état de recherche. Il n'y a pas de législation encore. Merci.